Bonsoir, bonsoir, bienvenue au Forum France-Inde qui a pour objectif de témoigner des réalités, de la réalité indienne. Ce soir, nous avons quatre invités et avant de démarrer cette table ronde, je vais déposer un tout petit peu le sujet, faire une courte introduction. Euh, voilà, si l'Inde aujourd'hui est une puissance technologique et économique en pleine expansion, la société indienne, elle, reste marquée toujours par un système social qui est millénaire, celui des castes. Et ce qui ne manque pas du coup d'interroger aussi sur les conditions du développement d'un pays. Et aujourd'hui, même si la constitution indienne interdit véritablement d'une part la discrimination par les castes et d'autre part l'intouchabilité, ce système en fait continue pourtant de structurer les vies, les opportunités, les relations sociales, les affrontements entre les différents groupes sociaux et les communautés. Et ce système aussi génère donc violence, discrimination avec des faits divers qui sont la plupart sordides. Je vais vous citer une grande autrice indienne, Arundhati Roy, qui écrit, avec le système des castes, nous avons institutionnalisé l'injustice. Et elle ajoute, je crois qu'en Inde, nous pratiquons une forme d'apartheid qui passe inaperçue aux yeux du reste du monde. Et de cette discrimination et de cette question des castes, ce sont surtout les Dalits et les intouchables qui vont en subir évidemment les formes les plus extrêmes. La question des castes, elle est à la fois taboue et en même temps, c'est un sujet plutôt qui reste d'actualité. On va souvent dire qu'il n'est plus présent malgré sa réelle efficience. Donc, la réalité et les faits vont bien nous rappeler que ça perdure toujours. Notre objectif ce soir, c'est pas seulement d'expliquer ce qu'est l'intouchabilité, qui sont ces intouchables, mais c'est aussi d'insister sur l'importance d'une communauté, 250 millions de personnes, et tenter de donner à entendre des voix, peut-être aussi de saisir comment ce système se vit au quotidien. Parce qu'en effet, dans les écoles, dans la vie professionnelle, dans les villages, dans les villes, dans les institutions, eh bien, ces 250 millions font aussi partie de l'histoire de l'Inde. On voudrait aussi montrer que leur histoire n'est pas seulement faite de souffrances ou de faits divers voilà, sordides, c'est aussi une histoire de lutte, une histoire d'émancipation, une histoire de pensée politique, et notamment avec un homme un symbole très fort qui est le docteur Ambedkar, dont on aura l'occasion de parler ce soir, qui a été lui-même Dalit, juriste et grand architecte de la Constitution indienne. Donc éclairer, sans juger, traverser, essayer de confronter les faits et les témoignages. Je vous dis rapidement comment cette table ronde va s'organiser autour de quatre grandes séquences. Tout d'abord, qui sont les Dalits? Ensuite, comment vivent-ils au quotidien encore aujourd'hui? Puis, quels sont les héritages au niveau des mouvements de résistance et de lutte? Et enfin, essayer de comprendre le regard aussi que les Français, les Occidentaux, les Européens portent sur cette caste. Dans le titre que nous avons choisi, il y a le mot paria qui a une étymologie tamoule et qui désigne les joueurs de tambour qui accompagnaient les rites funéraires du sud de l'Inde. Et dans notre grand Larousse, la première définition du mot paria est bien celle qui désigne précisément les intouchables. Et ce soir, nous allons pouvoir entendre quatre personnes que je vais présenter. Voilà, nous avons deux grands témoins directs d'origine indienne et issus de cette communauté. Harry Gauthier, vous êtes auteur et poète à succès d'origine indo-malgache. Vous avez beaucoup écrit sur Pondichéry et où vous avez pu passer votre enfance. On peut vous lire avec notamment Carnet secret de Lakshmi et le Tinai. Ajitesh Lokande, vous habitez Paris, vous êtes arrivé en 2019 en France, vous êtes designer graphique. C'est grâce à vous qu'on a cette belle illustration ce soir. Merci. Et vous êtes originaire de Bombay. Nous avons aussi Valentin. Valentin
Eno, dont votre livre J'avais un rêve indien fait un témoignage assez troublant de votre séjour en prison suite à un documentaire que vous avez voulu réaliser sur la condition notamment des femmes Dalit. Et enfin, Christophe Jaffrelot, grand habitué du Forum France-Inde, merci à nouveau d'être là avec nous ce soir. Vous êtes politiste et entre autres de tout ce que vous avez fait, mais ce soir, ce qui va aussi nous intéresser, c'est que vous avez écrit une biographie sur le docteur Ambedkar. Donc la première séquence va s'ouvrir et donc plutôt que d'aborder la définition sous un angle tout de suite peut-être académique ou d'analyste politique ou social, on va donner la parole, je vais donner la parole aux personnes directement concernées et puis après on aura un regard peut-être plus sur l'analyse. Harry, euh, comment définiriez-vous? C'est une question vaste, hein, comment, voilà, pour notre public, pour nous aider à travers ce que vous avez vécu vous-même et ce que vous connaissez, par quels mots vous aimeriez ouvrir cette question et cette table ronde? Votre micro. Merci. Bonsoir tout le monde et merci pour cette magnifique présentation. Donc oui, Dalit, intouchable, paria, euh, trois mots pour désigner une chose, l'intouchabilité. Alors on parle de Dalit et bien sûr après on parle des parias, on parle des intouchables. C'est un peu, pour les personnes qui ne sont pas, qui ne connaissent pas, c'est un peu confus, euh, je dirais, mais Dalit, comme on le dit souvent, c'est plutôt un mot militantiste. C'est plutôt pour militer. C'est une identité militante. C'est pas une caste, en fin de compte. C'est Dalit, tout le monde, enfin, n'importe quel opprimé peut être Dalit. C'est ça le truc. Tous les opprimés de la terre sont des Dalits. C'est François Fanon qui disait les damnés de la terre, tous les damnés de la terre sont Dalits. Donc Dalit n'est pas forcément les intouchables de l'Inde, mais aussi tous les opprimés de la terre. Mais en ce qui concerne notre sujet, récemment, j'ai participé à un webinaire et le grand sociologue Arjuna Padore a dit quelque chose de très provoquant et très intéressant d'ailleurs. Il disait que le vrai intouchable, en fin de compte, c'est pas le paria ni le qu'on appelle ça, le tchakli ou les sous-castes. Le vrai intouchable, c'est le brahmine, en fin de compte. Parce que l'intouchable, le paria dont on parle, il a été désigné comme intouchable. C'est la société qui l'a nommé, qui l'a fait devenir intouchable. Alors que le brahmine, il s'est fait intouchable lui-même, tout seul. Parce que par son obsession de la pureté, cette pureté obsessionnelle, il s'est fait de lui-même intouchable. Donc, il y a tout un, il y a certaines nuances quand on parle d'intouchabilité, de Dalit et telle chose. Bien sûr, cette intouchabilité existe, on ne peut pas la nier, et c'est un système complexe que même, je crois que même les Indiens ne comprennent pas. Alors, imaginez qu'un Européen qui arrive de l'extérieur, on leur explique on peut schématiser plus ou moins qu'est-ce que c'est le système de caste, mais à l'intérieur du système de caste, il y a tellement de nuances, c'est tellement complexe qu'il faudrait toute une vie pour comprendre. Alors, donc, bien sûr, en tant que j'appartiens à cette communauté, bien sûr, je dis, je ne peux pas définir qu'est-ce qu'être Dalit, mais je peux définir l'expérience Dalit, parce que je la Ok. vis. Je ne l'ai pas vu au quotidien, parce que je vis en Europe, mais si je vivais en Inde, je le vivrais au quotidien. Donc l'expérience Dalit est beaucoup plus importante, je trouve, dans ce contexte, que de parler de l'identité Dalit. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, peut-être sur la prochaine question, la prochaine séquence, c'est aussi là qu'on va aller sur l'expérience, c'est très clair. Ajitesh, et, vos souvenirs d'enfance et d'adolescence, ils sont récents à Mumbai. Est-ce que vous avez quelque chose à partager pour nous aider sur cette séquence qui est sur ce titre peut-être rapide? Qui sont les Dalits? Mais, Oui, merci Éléonore et bonsoir à tous. Donc, pour me présenter un peu, donc je viens d'une famille Dalit, mais notre caste, en fait, je suis pas devenu conscient du mot Dalit tout de suite. Quand j'étais petit, en fait, on me parlait de la caste des Mang, qui était la caste qui est la caste de ma famille.
Et c'est par ce mot que je suis devenu conscient de l'existence même des castes. Et je dirais jusqu'à l'âge de 13, oui, 13 ou 14 ans, je je pensais pas beaucoup au mot Dalit. C'est que vers mon adolescence que j'ai vraiment pris conscience de cette notion de Dalit et dalitalité et ce que ça sous-entendait, notamment parce que je suis devenu plus conscient de l'histoire de Dr. Ambedkar et ses écrits et parce que je pense que dans n'importe quelle famille Dalit en Inde, ou en tout cas en Maharashtra, l'état d'où je viens, il y a une photo de Dr. Ambedkar, presque comme un demi-dieu. Donc cette conscience est toujours là. Et c'est vers mon adolescence que j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire. Et c'est un terme qui regroupe en fait toutes les castes et sous-castes qui ont été sujets de cette discrimination à travers l'histoire. Donc là où parler de Mang ou Mahal, ça parle des castes, des identités de castes spécifiques. Le mot Dalit, ça crée un sens de communauté et de solidarité entre toutes ces castes. Donc pour moi, le mot, ça représente une solidarité entre ces castes opprimées. Et plus tard, c'est aussi devenu une sorte de marqueur d'héritage culturel, c'est-à-dire la culture dalit, que ce soit la cuisine ou l'art graphique ou la littérature. Euh, En Marathi notamment, il y a une grande tradition de littérature dalit qui a été identifiée comme telle plus tard. Et le fait de l'identifier comme de la littérature dalit, ça inspire une fierté parce que normalement, cette culture, c'est pas du tout mis en avant. Tout ce qu'on entend par culture indienne, souvent, ça vient en fait de la culture brahmane. Donc, ça vient d'une couche très limitée de ce que représente l'Inde. Donc, le fait d'avoir ce mot, ça permet de mettre en avant ces cultures sous-représentées, très méconnues aussi. Donc voilà, pour moi, c'est ça ce Du que coup, m'inspire le mot Dalit. ok, ça me permet de rebondir, Valentin, par rapport à ce qui vient d'être dit. Mhm. Vous avez rencontré Sima Gotham. Est-ce que, au travers du souvenir que vous avez de cette femme et de ce qu'elle a pu vous témoigner directement, comment est-ce que vous pourriez parler justement ou exprimer une définition? Le mot est toujours un peu abrupt, mais voilà, Mhm. par rapport à... Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravi d'être ici. Effectivement, moi j'ai voyagé dans les villages du nord de l'Inde, du Bihar et de l'Uttar Pradesh parce que je préparais un film documentaire sur les luttes des femmes dalits. Ce que je voudrais dire sur l'expérience qu'on a en tant qu'étranger vis-à-vis du système de caste en Inde, c'est qu'il y a une tendance à vous le masquer. C'est-à-dire que les interlocuteurs indiens que j'avais, souvent de haute caste, avaient tendance à me dire que, bon, oui, le système de caste existe, mais c'est plus si important. Et à cette tendance à noyer le poisson et à pas présenter les choses telles qu'elles sont. Or, moi, en passant du temps en Inde, je me suis rendu compte de l'importance décisive dans tous les actes de la vie du système de caste, que ça fondait absolument tout. Et c'est ce fil-là que j'ai tiré. Et si je pouvais me risquer à une définition, je dirais que les Dalits, ce sont ceux qui n'oppriment pas. Parce que le système de caste est conçu d'une telle façon hiérarchique qu'en fait, même si vous appartenez à une caste de serviteurs, une caste OBC, comme on dit dans les classifications, Other Backward Classes, vous avez quelque chose en dessous de vous, les Dalits, et donc vous pouvez en tirer une sorte de fierté. Et les Dalits, c'est ceux qui vont pas avoir cette fierté de leur caste. La perception ensuite sensorielle que moi j'ai eue, elle est très différente selon les villages et les villes, je pense, l'expérience d'un Dalit. Dans les villages, moi j'ai eu l'impression d'avoir affaire à une société féodale, c'est-à-dire que je visitais des villages complètement séparés en deux, avec la partie, souvent ça pouvait être des brahmanes ou d'autres castes, qui avaient des champs, qui possédaient des maisons plus ou moins grandes, et puis la partie des Dalits qui ressemble plus à un bidonville, même s'il y a énormément d'espace aggloméré sur eux-mêmes. Et j'ai ressenti aussi beaucoup de peur, beaucoup de réticence à parler. Moi,
on savait pas tout à fait m'identifier quand j'arrivais, j'ai la peau blanche, je peux être assimilé à un brahman. Enfin, j'ai senti énormément de peur et de silence. Ça, c'est vraiment une première impression qu'on peut avoir. Et l'expérience peut-être de ce qu'on m'en a dit, des témoignages des Dalits que j'ai rencontrés dans les grandes villes, c'est plutôt une expérience de cacher son identité. Alors, vous nous direz ce que vous... Mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient, moi je suis Dalit, mais j'essaye de le cacher depuis 10 ans. Alors c'est en prenant d'autres patronymes, Kumar, Singh, des patronymes qui vont pas trop définir l'identité. Mais quelque chose qui m'a marqué en Inde, c'est cette question, What's your name? Ça pourrait être une première question, c'est à quoi vous répondez votre prénom. Et What's your full name? Quel est votre nom entier? Cette question-là, c'est une façon détournée qui traverse la vie indienne de vous demander votre caste, en fait, que vous exhibiez à qui vous appartenez pour qu'on sache vous classer. Et je pense qu'il y a cette possibilité dans les grandes villes d'étudiants d'Alit, à Delhi, de cacher un petit peu leur identité, mais toujours avec la peur que ça remonte. Là où dans les villages, c'est très clair où vous appartenez. Donc voilà, c'est un peu ça, cette expérience que j'ai eue en rencontrant Sima Gautam, beaucoup de peur et aussi beaucoup de crimes. Mais ça, je pense qu'on y viendra plus tard. Oui, oui, oui. Mais c'est important. Ouais. Il y a des choses qui recoupent dans la préparation de cette table ronde. Chacun dans votre partie, il y a des choses qui se recoupent. Christophe, vous pouvez peut-être nous éclairer aussi cette question avec votre point de vue plus journalistique ou de chercheur, même si vous êtes au-delà de cette analyse hein, très très impliqué. Comment est-ce que vous pouvez peut-être réagir ou qu'est-ce que vous aimeriez préciser, rajouter de votre point de vue Ben, voilà. le point d'entrée, à nouveau, c'est l'étymologie qui nous le donne. On parle de Dalit aujourd'hui, mais le mot qui désignait ces hommes et ces femmes, c'était achut, intouchable. Et il faut revenir à cela pour voir ce que représente le stigmate de l'intouchabilité. Et ça, c'est pour moi le mot-clé, parce que on peut changer de classe, on ne peut pas changer de caste. Le stigmate demeure et il veut dire des choses très concrètes, ce stigmate. Effectivement, on n'habite pas ensemble. Le hameau dans le village où se regroupent les intouchables, il est à l'écart. Il a son propre puits. Il n'est pas question que les intouchables viennent puiser dans le puits du village. Et quand il n'y a pas de puits dans le hameau intouchable, il faut faire puiser de l'eau par d'autres pour avoir de l'eau. C'est d'ailleurs une chose que vous voyez dans le film Santosh, hein, que je recommande fortement parce que c'est un des derniers grands films qui est sorti récemment et qui montre combien au quotidien le stigmate perdure dans l'Inde rurale. Alors ça, c'est l'aspect, je dirais, purement topographique, mais il y a un aspect plus sociologique et quand les, euh, les Mahars, qui avec les Mangs sont les principales castes intouchables du Maharashtra, devaient se nourrir, ou bien c'était de vaches mortes, ou bien c'était de bakri. Et il fallait qu'ils arrivent avec une crécelle dans le village pour demander leur bakri, mendier leur nourriture. Ben, ça renvoie à ce même phénomène du stigmate, hein. Qui avait la crécelle dans l'Europe médiévale? C'est le lépreux, celui dont le contact est particulièrement stigmatisant. Donc, vous avez là déjà quelque chose qui conduit ensuite vers une logique socio-économique et quand on veut toujours tirer ce fil du stigmate, on arrive à des professions. Que fait l'intouchable? Il fait ce que les autres ne veulent pas faire, ne peuvent pas faire, ne sont pas autorisés à faire par leur statut. Et donc les grandes castes intouchables, on les retrouve dans tous ces métiers euh, considérés comme dégradants, le travail du cuir. J'évoquais les Mahars qui avaient vocation à se nourrir de viande morte. Ben oui, parce qu'ils étaient appelés à tirer les animaux morts des chemins et des champs, de faire les équarrisseurs. Et puis après, il y a les tanneurs, après, il y a les cordonniers. Vous avez là des millions et des millions de personnes, la plus grosse caste, euh, la sous-caste, on pourrait dire, d'intouchables, elle est faite des travailleurs du cuir. Et puis, il y a tous les travailleurs ben, de l'immonde, hein, On a
ça nous permet d'ouvrir juste ce que vous dites sur la séquence où on va être beaucoup aussi dans l'expérience et dans comment cela se vit au quotidien. Mais juste avant, je voulais vous poser une question dans la hiérarchie des castes, et donc avec la place des intouchables et des Dalits. Alors, c'est une question qui pourrait nous prendre sans doute une table ronde entière, mais peut-être juste ça peut déposer ça pour clôturer cette première séquence. En quoi la religion hindoue peut-être fige la position des Dalits dans cette hiérarchie? Elle la justifie. Vous n'êtes, alors c'est pas vrai que pour les intouchables, mais vous n'êtes que là où vous êtes qu'en raison de vos vies antérieures. Donc il y a cette idée de la réincarnation, de la métempsychose, qui est censée suffire à forcer l'autre à se résigner à son sort. Il paye les méfaits, le karma qu'il a accumulé dans la vie antérieure, et il lui faut maintenant accumuler un meilleur karma pour se réincarner dans une caste plus haute avant d'échapper au cycle des réincarnations. Bon, c'est évidemment une forme d'opium du peuple, si on voulait parler comme Marx, hein, mais en l'occurrence, la religion joue ce rôle éventuellement dans bien des sociétés. Et longtemps, ça a été un facteur de résignation. Les vieilles générations en ont longtemps été le témoignage. Il y a ce livre remarquable, Amma, que Jean-Luc Racine a écrit, où l'on voit combien, effectivement, parmi les parias, hein, c'est un des grands livres de la collection Terre humaine, et bien parmi les parias, oui, on se résignait à vivre son mauvais karma. C'est heureusement quelque chose qui, au XXe siècle, a été remplacé par d'autres formes de conscience sociale et politique. Oui, justement, on pourrait penser, sans doute évidemment naïvement, qu'aujourd'hui, dans notre époque contemporaine, tout ça a été un peu lissé, mais non, voilà, on l'a déjà bien vu avec vous et on va l'approfondir aussi avec cette ouverture vers la deuxième séquence pour parler encore un petit peu plus de l'expérience. Nous avons déjà eu des retours, et du coup, Ajitesh, je vais revenir vers vous. Euh, voilà, vous avez 30 ans, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre quotidien ou celui de votre famille? En fait, voilà, votre enfance et votre famille. Donc, c'était hier, Oui. c'est aujourd'hui. Oui. Donc, comme je disais, je viens de Mumbai et comme Valentin l'a dit aussi, je pense que l'expérience Dalit en village et ville, c'est deux choses très différentes, même il peut y avoir des points communs ou des raisons communes. Donc, moi, étant un enfant dans une grande ville, j'étais conscient très tôt de cette notion que, OK, je suis d'une communauté qui n'est pas égale à certains de mes camarades, mais du coup, je vais essayer de faire en sorte que j'en cache tous les signes. Parce que petit à petit, j'ai pris conscience aussi de quels sont les signes d'être Dalit. Donc, en ville, cette identification de Dalit passe par des moyens plutôt subtils, qui peuvent passer inaperçus à quelqu'un qui s'y connaît pas ou à quelqu'un d'étranger. Donc, typiquement, Valentin a évoqué le sujet de c'est quoi ton nom de famille? Donc, ça, c'est un grand indicateur. Mais il y a aussi la question de euh, est-ce que, euh, est-ce que tu manges de la viande? Est-ce que tu es végétarien? La question, est-ce que c'est végétarien? Ça, c'est une question clé. Et donc, moi, il se trouvait que depuis que j'étais petit, je préférais pas manger de la viande, mais juste parce que c'est une préférence personnelle. Mais des fois, même au sein de ma famille, j'entendais la blague, ah, lui, c'est un brahman né dans une famille dalit. Donc, cette association entre végétarisme et le brahminisme, c'est assez particulière. Et même quand je suis devenu plus grand, à l'époque, je m'en rendais pas compte. Mais si un ami ou un inconnu me posait la question, est-ce que tu es végétarien et que je répondais par oui, il y avait une sorte de léger soulagement dans leurs yeux, comme s'il y avait quelque chose qui les rassurait.
Et moi, j'en suis devenu conscient très tôt. Et donc, je dirais que jusqu'à mes 25 ans, j'ai vraiment, bah, par aussi une envie de survie. J'ai joué là-dessus et j'ai essayé de cacher mon identité Dalit le plus possible. Quand vous êtes arrivé à Paris aussi, quand vous avez rencontré une partie de la diaspora indienne, là où vous étiez étudiant, ou à Paris, les choses, elles se sont lissées. Et bah, je pense que justement, quand je suis venu à Paris, euh, j'ai senti une sorte de, je dirais oui, j'ai senti une sorte d'égalité que j'éprouvais pas tout à fait de la même manière en Inde. C'est-à-dire que, euh, vu que après, bien sûr, je suis une personne de couleur en France, donc ça vient avec d'autres, peut-être discriminations, mais déjà par le fait que je parlais français et que je travaillais dans un métier créatif, je sentais une sorte d'acceptation ou intégration euh, parmi mes amis européens. Mais Mhm. quand j'ai essayé de me faire des amis indiens, je sortais une sorte de, Mhm. euh, pas forcément, une sorte de distance, je dirais, une sorte de distance un peu implicite qui faisait que j'ai eu du mal à me faire des amis indiens quand je suis arrivé en France dans mes premières années. Et une autre anecdote qui m'a aussi fait rendre compte euh, de cette expérience d'aller en ville, c'est ma grand-mère. Donc, elle avait un emploi dans la municipalité de Mumbai. Elle était éboueuse. Donc, en gros, son travail, c'était de balayer les rues. Et à un moment donné, elle a dû prendre sa retraite, mais il y a une politique, je ne sais pas si cette politique existe toujours, mais dans la municipalité de Mumbai, c'est que quand un ou une employé prend sa retraite, ils ont la possibilité de passer cet emploi à leur fils ou petit-fils. Voilà, à leur famille. Et donc, dans ma famille, il y avait cette question de qui va reprendre ce boulot, parce que symboliquement, un emploi public, ça représente une stabilité, ça représente une sécurité d'emploi. Mais en même temps, le symbole de continuer ce métier de balayer les rues, de faire un métier qui est pas très respecté en Inde, c'est quelque chose qui frappe. Et donc, il y a eu un énorme conflit entre ma mère et mon père. Ma mère qui était de la partie de «Ah non, mais c'est un boulot public, il faut sécuriser. Même si tu fais quelque chose à côté, même si tu peux continuer tes études à côté, euh, mais ça te permet au moins d'avoir une bouée de sauvetage presque. Là où mon père, disait, non, mais c'est pas question que mon fils perpétue cette tradition qui nous a été imposée et qui continue de nous opprimer. Et donc, en ce moment, j'étais très reconnaissant à mon père de m'avoir soutenu et de m'avoir laissé poursuivre mon chemin pour faire le métier que je voulais faire. Donc voilà, ça c'était les deux exemples très concrets de comment j'ai vécu ma dalitalité à Mumbai. Ouais, merci, c'est précis, c'est précieux. Harry, est-ce que vous auriez peut-être des souvenirs ou des choses à partager, peut-être comment au niveau de la scolarité, je ne sais pas, de l'école, souvenirs oui de l'école, des études ou de harcèlement, je Ouais. ne sais pas. Ben, déjà, imaginez-vous un instant, on est en 1882, 24 avril 1882 pour être précis. Un jeune homme de 22 ans, 23 ans, déterminé, fait 6 kilomètres à pied du sud de Pondichéry jusqu'à la nouvelle mairie qui vient de se construire euh, pour aller faire un geste symbolique et en même temps très, très important. On lui a dit que à partir de maintenant, était un sujet français, un sujet colonial, pardon, il pouvait devenir un citoyen français. On lui demande de renoncer ses us et ses coutumes pour devenir français
et d'adopter un nom français. Donc ce jeune homme de 22 ans, qui est d'origine paria, donc c'est ma communauté, famille de paria, décide ce jour-là, il se réveille le matin, il fait ses 6 kilomètres, il arrive à la mairie, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, mais il a entendu parler. Il fait la queue, on lui dit non, à partir d'aujourd'hui, tu dois devenir français. Et il se présente devant l'employé qui lui donne le nom de Gauthier. Ce n'est pas lui qui choisit Gauthier, parce qu'il ne sait pas lire ni écrire. On lui donne le nom de Gauthier. Il appose son pouce avec son encre bleue, son destin change. Pas dans les médias, pas tout de suite. Ce n'est pas son fils qui va hériter le fruit de ce truc. C'est 3 générations après, c'est moi qui récolte le fruit de cette décision que ce jeune homme a prise en 1882. Donc, il voulait échapper justement à cette condition de Dalit. C'est pour ça qu'il a dit, je veux devenir français, et cette citoyenneté française, ces valeurs républicaines, va faire de moi un citoyen à part entière, et je ne serai plus régi par le code et par les religions, par les us et coutumes tamouls ou hindous. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce que il a renoncé à ses us et coutumes, il se convertit au catholicisme, il devient français, mais sa condition de Dalit est toujours là, sa condition de paria est toujours là. Parce que quand il va à l'église, il y a un mur, ils ont construit un mur à l'intérieur de l'église pour les intouchables et pour les autres castes. Comme quoi que même la religion catholique qui lui a promis justement cette égalité n'a pas respecté justement ce contrat. Et la République, même chose. C'est pas parce qu'il est devenu français que du jour au lendemain, il pouvait aller à l'école, avoir accès à l'éducation. Non, il y a toute une démarche à faire. Et ironiquement, 2 générations après, lui qui a voulu dénigrer cette identité dalit, moi je la revendique. Comme quoi que la roue tourne. Ce qui était justement une identité, qu'on appelle ça, un stigma, est devenu une fierté. Maintenant, moi, je peux justement me clamer haut et fort et fièrement que je suis Dalit. Pourquoi? C'est justement c'est toutes ces batailles que, comme Ambedkar, comme Poulet, comme Periyar, toutes ces personnes qui nous ont mis ça. Ils disent, soyez fiers maintenant, n'ayez plus honte d'être Dalit. Donc, moi, dans ma jeunesse, c'est vrai que, en plus, comme vous le savez, je viens de Pondichéry, ancienne colonie française. Donc, mon arrière-grand-père demande en français. C'est comme je disais que la francité a effacé la dalitalité. En devenant français, je n'étais plus dalit. Maintenant, vous allez demander à n'importe quel franco-pondichérien de quelle caste tu es, il va dire non, je suis français. Comme quoi, comme si le français était une caste. Donc, Oui. tout ça fait que mon histoire, je l'ai écrit dans mes livres, je l'écris souvent dans mes livres, justement cette question d'identité. Pourquoi aujourd'hui, moi, je crie haut et fort que je suis Dalit, alors que mon arrière-grand-père, il avait honte de ça. Mais quand j'ai grandi, j'ai subi ni violence, telle chose, parce qu'on vivait juste après le départ des Français. Donc, les traces de la colonisation étaient encore fraîches, on va dire. Hein. Ce n'était pas encore l'Inde qu'on connaît maintenant. Donc, les traces de la colonisation étant fraîches, moi, je n'ai suivi aucun truc. Mais c'est vrai que de temps à autre, quand on va dans les quartiers, parce que moi, j'ai eu la chance d'habiter dans plusieurs quartiers à Pondichéry, chez les musulmans, chez les Dalits, chez les catholiques, chez les hindous, mais bien sûr, quand tu vas dans le quartier hindou, la première chose qu'on dit, ah, les parias sont là. Et on ne Oui, donne pas un c'est verre d'eau. intéressant parce que vous avez déjà relevé la question de la lutte et de l'émancipation qui va être importante sur notre troisième séquence. Donc, et avant de passer à cette séquence, Valentin, j'aurais bien aimé avoir votre vision, témoignage sur la question des femmes, parce que Dalit, parce que vous avez beaucoup, vous avez cherché hein, à parler pour elles. Donc, en termes peut-être, ce qu'elles subissent peut-être différemment encore en tant que femmes Dalit, est-ce que vous pouvez nous éclairer vraiment très précis, enfin, précisément, oui, sur cette
Oui, j'ai pas cherché à parler pour elle, je cherchais à faire un documentaire sur une femme qui s'appelle Sima Gautam qui luttait contre les crimes commis contre les femmes Dalits. Alors c'est vrai que quand on est une femme Dalit, on est à l'intersection de deux oppressions. On est au plus bas de l'échelle des castes et puis en plus on est une femme. Par ailleurs, dans un système patriarcal. Par ailleurs, c'est vrai que les crimes contre les femmes Dalits, et notamment les viols, les crimes sexuels, mais aussi des assassinats suivis de viols, sont une manière de remettre l'ensemble de la communauté à sa place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté en Uttar Pradesh et au Bihar. Quand vous allez avoir des velléités d'affirmation des communautés Dalits, ça peut être de réclamer un salaire pour le travail dans les champs, et ça peut être tout un ensemble de choses qui sont un prolongement de l'intouchabilité, parce que l'intouchabilité, c'est ne pas rentrer dans tel temple, c'est ne pas rentrer dans la maison d'un brahman, mais ça s'étend aussi. Dans certains endroits, un Dalit ne devrait pas porter la moustache, un Dalit ne devrait pas avoir une moto, un Dalit ne devrait pas faire une procession à un cheval pendant son mariage. Et s'ils le font, c'est perçu par les castes les plus hautes comme un outrage à leur honneur. Et la façon de remettre les Dalits à leur place, ça va être d'humilier le groupe entier en passant par des crimes sexuels. Donc c'est quelque chose de très fréquent. Et là où j'étais à Gorakhpur, à Gorakhpur où j'étais, on est au cœur du réacteur parce que on est en Uttar Pradesh, qui est une région où le BJP est très fort, où il y a la caste des Thakur qui est très forte. On est dans la ville de Yogi Adityanath, un leader extrémiste, qui est le chief minister de l'Uttar Pradesh. Donc on est à l'intersection de beaucoup de choses. Mais Sima Gautam, la femme que je suivais, elle faisait face à un nombre de crimes hallucinants. Et moi, j'ai rencontré les survivants, j'ai rencontré les gens qui avaient été touchés. Et ce qui est frappant, en fait, c'est l'organisation de l'impunité autour de ça. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que quelque part, là-bas, la notion de caste fonctionne un peu comme une mafia. C'est-à-dire que c'est une façon d'organiser l'omerta, d'organiser le silence. Quand des agresseurs, Thakur par exemple, vont avoir assassiné une femme Dalit, tous les Thakur qui sont dans la police, dans la justice, dans l'administration, vont faire en sorte de couvrir l'affaire. Et donc, il y a non seulement des crimes, mais il y a aussi une fabrique de l'impunité au niveau institutionnel. Et ça passe par une personne assassinée, on va tout de suite emmener son corps à la morgue pour le brûler et pour aller dissimuler les preuves. Ou alors vous allez avoir une jeune femme qui avait été dans un village séquestrée par le sarpanch, c'est l'équivalent du maire de son village, et séquestrée pendant 3 jours, violée. Le père, les frères vont aller à la station de police pour porter plainte, ils vont être séquestrés pendant 22 jours. Donc, quand on est Dalit dans ces endroits-là, dans cette Inde rurale-là, tout le système entier est contre vous. Donc moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une organisation de l'impunité, puis après, j'ai pu constater la répression directe contre les mouvements Dalit qui réclament des terres, qui réclament des droits substantiels, parce que je pense que Christophe nous en parlera, mais la Constitution interdit les discriminations de caste, mais en réalité, elles sont partout. Oui, Voilà. merci. Merci Valentin, parce que du coup, j'ai l'ouverture avec votre tout à fait ouverture pour qu'on puisse poursuivre. On a envie de vous écouter chacun encore plus longuement, mais voilà, on a déjà des choses très fortes. Et Christophe, du coup, vous allez pouvoir nous éclairer. Alors, il y a beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui a changé aussi depuis l'indépendance avec les politiques de discrimination positive? Je vais poser deux, trois choses, puis après, je vais vous laisser la main. Donc, toute cette mise en place des quotas, etc. Donc, aujourd'hui et depuis l'indépendance, qu'est-ce qui a changé? Et du coup aussi, ça me permet d'ouvrir. Donc, vous allez choisir un petit peu comment présenter ça, puisque vous avez travaillé sur le docteur Ambedkar, et je trouve que c'est important de le présenter. Voilà, on ne connaît pas en France, donc ce grand architecte de la Constitution indienne qui justement a posé tous ces quotas, ces discriminations positives, mais qui manifestement, voilà, je vous laisse un peu ouvrir là-dessus et puis en fonction, je vous reposerai des questions pour préciser, mais Merci. Alors, le point de départ, c'est pas l'indépendance. Le point de départ, c'est le colonialisme. Parce qu'en fait, la rencontre avec l'Occident a été le point de départ de quantité d'émancipation. Pour ne prendre que le premier des réformateurs de basse caste, Poulet,
Poulet, on est en 1860, est initié au Maharashtra par les missionnaires écossais qui lui font lire Thomas Paine, On Liberty, et puis bien sûr qui lui font lire la Bible, et la figure de Thomas Paine et la figure de Jésus vont être ses guides. Il y a tout un travail d'éducation qui est en fait assuré par les missionnaires et puis après par les Britanniques eux-mêmes, hein, qui est évidemment très apprécié par les Basques et par les Dalits aussi. Ambedkar, puisque effectivement il va jouer un rôle essentiel, est le symbole de cela. Il naît, lui, en 1891 et il va être suffisamment intellectuellement remarquable pour obtenir des bourses qui vont lui permettre de faire sa maîtrise à Columbia, à New York, en 1915, son droit à Londres, où il fait aussi une thèse d'économie à la LSI. Tout ça n'est possible que parce que, il y a une puissance britannique qui souhaite donner leur chance à des êtres humains qui sinon n'auraient jamais pu bénéficier de ce genre de processus. Et ça explique pourquoi les mouvements dalits ont été si distants du mouvement d'indépendance nationale. Il y a d'autres explications. Gandhi ne croyait pas à l'abolition de la caste. C'était déjà quand même un sacré handicap. Mais pour en revenir à la question des quotas, c'est donc à l'époque coloniale que les Britanniques introduisent les quotas qui vont d'abord aller dans l'enseignement, l'éducation, puis dans la fonction publique, et enfin dans les assemblées élues. Quand l'Inde devient indépendante, elle a déjà un système de discrimination positive qui est en place. Et comme Ambedkar est nommé ministre de la Justice d'abord, et puis responsable de la rédaction de la Constitution ensuite, eh bien, il va inscrire ça dans la loi fondamentale. Et introduire une notion de proportionnalité qui fait que, eh bien, on recense les intouchables, on les appelle schedule caste, caste répertoriée, un euphémisme bureaucratique comme seule l'Inde sait en inventer, parce que ça ne veut absolument rien dire, une caste répertoriée. C'est une caste dont on a la liste. Et la liste, eh ben, c'est une liste de castes intouchables. Bon. Euh, 15%, c'est ce que nous dit le recensement, des Indiens appartiennent à ces castes. Du coup, il y aura 15% des places à l'université, 15% des postes dans la fonction publique, 15% des sièges dans les assemblées élues qui leur seront réservés. Et ça, c'est quand même la grande innovation de l'Inde contemporaine. S'il y a eu quelque chose qui a changé dans l'Inde d'après 1947, même si ça a commencé avant, c'est ça. Et c'est grâce à Ambedkar. Parce qu'on aura peu à peu une forme de classe moyenne dalit qui va se constituer, avec parmi eux ben, beaucoup d'individualistes, hein, qui joueront leur partition tout seuls dans leur coin et qui s'en sortiront très bien en oubliant ceux qui sont encore dans le ghetto, hein. Le ghetto, c'est le mot qu'utilise Ambedkar pour désigner le quartier intouchable. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, vont vouloir que ce soit toute la communauté des Dalits qui s'en sortent ensemble. Et on va avoir à ce moment-là, euh, après lui, bien après sa mort en 56, des gens qui vont se réclamer de lui. Et le grand euh, héritier d'Ambedkar, c'est Kanchiram. C'est Kanchiram qui, dans les années 70, dit il faut s'organiser d'abord sur notre lieu de travail. Et il crée un syndicat incroyable uniquement pour ceux qui ont un poste dans la fonction publique, parce que eux, ils ont la garantie de l'emploi, ils ont les moyens de contribuer pour aider les autres. Et donc, BAMSEF va être son syndicat. Et de là, il va faire un parti politique. Et ce parti politique, ce sera le Bahujan Samaj Party, qui prend le pouvoir dans le plus grand État de l'Inde, l'Uttar Pradesh, en 2007. Tout ça, c'est le produit de la discrimination positive. Et le BJP est une réaction à ça. On ne comprend le mouvement d'Ayodhya, on ne comprend la vigueur avec laquelle on a instrumentalisé l'hindouisme
que si on a bien conscience de la peur que provoque chez les hautes castes cette montée, alors des Dalits, bien sûr, mais aussi des castes qui sont juste en dessous, les OBCs. Et vous me demandez ce que on peut dire aujourd'hui de cette transformation sociale. Ben, on est dans une phase de régression. Parce que ils ont repris la main, les leaders de haute caste, à travers le BJP, qui est un parti de haute caste. Valentin citait Yogi Adityanath. Oui, c'est un prêtre, c'est avant tout un Rajput, c'est un Thakur. Et il incarne cette reprise en main par les castes de propriétaires fonciers, entre autres, que sont les Thakur. Et qu'est-ce que par quoi ça se traduit en termes de discrimination positive, hein, je termine par là, mais c'est vraiment important de le comprendre. Qu'est-ce que le gouvernement Modi a fait depuis maintenant 16 ans? Il a détricoté le dispositif qui venait en aide à cette plèbe. Premièrement, vous avez des processus de privatisation de l'économie et de l'enseignement qui ne peuvent aller qu'à l'encontre des intérêts des Dalits, des scheduled castes. Ils ont toujours les 15%. Oui, mais 15% de quoi? 15% de presque rien aujourd'hui, parce que la fonction publique, elle perd énormément d'emplois. Et dans l'université, on a évidemment des universités privées qui sont en train de devenir les lieux d'excellence, entre guillemets, où on recrute. Donc vous avez une perte de substance de la politique de discrimination positive, et en parallèle, vous avez des quotas pour les hautes castes, puisqu'on a créé un quota de 10% pour les hautes castes, avec un plafond qui fait sourire quand on le voit, euh, en termes de revenus. 99% des hommes de haute caste et des femmes de haute caste sont éligibles à ce quota. Donc ça se veut pour les hautes castes pauvres, mais en fait c'est pour toutes les hautes castes. Et on pourrait multiplier les exemples. À quoi j'en ajoute un, et je termine vraiment par là. Ce qui est encore plus spectaculaire, je trouve, c'est la réhabilitation de la hiérarchie de la caste. On n'avait vraiment jamais entendu autant d'hommes et de femmes de haute caste dire nous sommes l'élite par notre naissance. On n'entendait plus les brahmanes dire nous sommes les guides de la société parce que c'est dans notre sang. Et là, vous avez quelque chose de très intéressant. Pour les nationalistes hindous, les hindous ne sont pas définis par des croyances, c'est un peuple. L'Hindutva, c'est l'équivalent du sionisme de ce point de vue-là. C'est un peuple. Et parmi ce peuple, eh bien, il y en a qui ont hérité des critères, des caractères, on pourrait dire, euh, ethniques, qui en font des êtres d'une essence supérieure. Et là, on revient à la base, on revient vraiment au fondement de ce système des castes qui légitime la hiérarchie par la naissance. Et tout ce système ne fonctionne que parce qu'on se marie dans sa caste et qu'on perpétue du coup, avec l'endogamie, toute une hiérarchie de manière, on peut dire, multiséculaire et même plurimillénaire. Merci, mais je reviendrai vers vous avec d'autres questions, Christophe. Je vais rester un tout petit peu sur cette figure de Ambedkar, où vous avez redit, peut-être ce serait intéressant d'éclairer qu'il était plutôt, enfin, donc beaucoup moins connu que Gandhi et donc complètement à l'opposé les deux. Ce sera peut-être intéressant de revenir, mais à Jitesh, je voulais voir avec vous. Votre mère ou vos parents étaient très, enfin, comment dire, recensaient cette mémoire d'Ambedkar aussi. Est-ce que enfant, c'est une personnalité qui était très forte et présente Oui, oui, tout à fait. Ambedkar, c'était une figure qui, euh, qui était une inspiration, qui était considérée comme une inspiration dans toutes les familles autour de moi, dans notre quartier à Mumbai. Il y avait même la grande fête de son anniversaire qui a été fêtée avec grand pompe. Et non seulement, voilà, cette image illustre très bien la place qu'Ambedkar occupait dans l'imaginaire et aussi
dans cette espérance, cet espoir de s'en sortir et d'arriver à un meilleur avenir. Et j'étais très content que Christophe parlait de Kanchiram et de BSP parce que mon père lui-même, il a fait partie, il était membre du parti BSP quand j'étais petit. Et quand j'étais petit, bien sûr, à l'âge de 6 ou 7 ans, on ne comprend pas pourquoi mon père était tellement obsédé ou il donnait autant de temps à ce parti politique. Mais c'est petit à petit que j'ai pris conscience de la révolution que ça représentait par rapport à l'histoire de l'Inde. Et c'est grâce à mon père aussi que j'ai pris conscience de tous les symboles qui représentent notre communauté, que ce soit le fameux bleu qui est utilisé sur les drapeaux de BSP ou d'autres, ou même le drapeau qui représente les Dalits, ce fameux bleu qui représente la liberté des ciels bleus, ou aussi voilà, exactement. Et aussi ça Ashok Chakra sur le drapeau bleu, et aussi la figure d'Ambedkar, la figure de Foulé. On avait aussi des portraits de Foulé aussi dans notre maison. Et donc, c'est- je pense que la raison d'avoir ces portraits euh, dans notre maison, c'était une sorte de rassure. Oui, c'était pour nous rassurer, une sorte d'assurance que non, eux, ils s'en sont sortis. On va prendre exemple sur eux et nous aussi, on peut s'en sortir grâce à l'éducation, l'organisation et l'activisme collectif. Donc, oui, oui, je pense que inconsciemment, ça m'a beaucoup imprégné. Même si quand j'étais petit, j'essayais de m'en éloigner quand je rencontrais d'autres gens. Mais c'est après ma venue en France que j'ai renoué contact avec cette partie de mon identité et que j'en suis devenu fier même d'avoir cet héritage de lutte et de résistance. Et justement, donc cette question de lutte et de résistance dans le graphisme là qu'on a vu, que du coup vous avez fait à Gita, c'est très beau. Il y a des femmes en premier plan. Il y a presque plus, ouais, tout d'un coup, moi, ça m'a sauté aux yeux. On voit presque plus les visages des femmes que Valentin. Vous avez beaucoup travaillé. Excusez-moi, travaillé, c'est pas forcément le mot juste, mais vécu, questionné, interrogé. Enfin voilà, voulu comprendre aussi l'émancipation et la lutte des femmes Dalit. Vous nous avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à cette question de la lutte et de l'émancipation qui est donc fruit de. On a bien vu avant un Ambedkar, mais encore voilà. Bah, j'ai vu qu'elle s'appuyait extrêmement sur Ambedkar et que je pense que Ambedkar a donné une forme de fierté à l'identité dalit. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont réappropriés son slogan éduquer, agiter, organiser. Et c'est ce que faisait Sima Gautam avec son organisation qui s'appelait Ambedkar Jan Morcha, donc la marche du peuple d'Ambedkar. C'est vraiment une figure de guide et voilà, ils allaient dans les villages, ils réunissaient les Dalits et puis ils leur tenaient des discours, mais d'une violence marxiste qui donnait des frissons. Enfin, c'était pas quelque chose dans le compromis, il y avait vraiment cette notion de soulèvement. Et j'ai vu aussi, enfin, la fierté pouvait aussi se traduire par des provocations. Donc, il y a les cérémonies de conversion au bouddhisme, qui ne sont pas forcément des provocations, mais il y avait cette idée d'Ambedkar que la caste et l'hindouisme sont tellement indissociables qu'on ne peut pas être, on peut pas être dalit et hindou à la fois. Et lui s'était converti au bouddhisme. J'ai vu beaucoup de dalits qui s'étaient convertis ou qui étaient en cours de conversion. Une autre façon aussi d'exprimer sa fierté qui est là très, très subversive, ça serait les cérémonies collectives pour manger du bœuf. Il y a cette idée de faire quelque chose d'impur du point de vue brahman, mais de le faire collectivement, en affirmant quelque chose. Merci. Pour peut-être conclure cette troisième séquence, en même temps elle est passionnante, donc je ne sais pas si je vais arriver à la conclure, mais quand même il faut garder l'heure. Harry, vous êtes donc par rapport au sud de l'Inde, est-ce que
est-ce qu'il y a une différenciation en lien avec cette question de la lutte de l'émancipation? Est-ce que la figure d'un Batcar est aussi très importante ou est-ce qu'il y a d'autres figures ou une autre façon, voilà, par rapport à cette... j'essaye donc de faire une différenciation entre nord et sud, si tant est que ce soit voilà, possible, mais pour Non, amener à d'autres... c'est une très bonne question, Léonore. Exactement, justement, parce que comme vous le savez, entre le nord et le sud, c'est deux mondes différents, hein. Mm. C'est deux ethnies différentes, c'est deux mondes différents. Alors que nous, dans le sud, c'est vrai que autant Ambedkar était populaire, mais c'était quand même Ambedkar était populaire parmi une couche élitiste, on va dire, une élitiste éduquée, on va dire, parce que Ambedkar, bien sûr, c'était un intellectuel. Euh, Nous, dans le sud, c'était plutôt Yves Raperia, qui n'avait pas la même chance que Ambedkar d'aller étudier à Columbia, mais c'est quand même plus qu'un, je veux dire, c'était un agitateur, un réformateur, vraiment un agitateur. Je dirais, c'était pas l'intellectuel, il n'a pas vraiment une profonde analyse, on va dire, de la société indienne ou justement pour en tirer des conclusions. C'est un agitateur, c'est un provocateur. Et justement, nous, dans le sud, surtout au Tamil Nadu, Periyar fait, en fin de compte, c'est un peu notre Ambedkar à nous. Euh, il est très peu connu dans le monde, euh, surtout dans le monde occidental. Il y a ce jeune étudiant qui est à Londres, Kartik Manoharan, qui a fait un très bon bouquin sur Periyar, justement, sur la philosophie de Periyar. Et donc, nous, quelque part, on cherche notre Ambedkar. On cherche notre Ambedkar, mais on va trouver à travers Periyar. On essaie de l'intellectualiser maintenant, justement, pour mener ce combat. Parce qu'il y a quand même une forme de concurrence entre le Nord et le Sud, ça a toujours existé, n'est-ce pas? On ne pas se cacher la voix, on ne pas se cacher la face. Et dire, nous, on a besoin d'un fils du sol, un tamoul, un vrai tamoul. Alors que Periyar n'était même pas tamoul, il était telugu. Donc déjà, ça commence mal. Mais il nous faut une force, il nous faut une image. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, moi je parle de la génération, de ma génération, de la génération de mon père. Chez nous, il y avait Periyar à la place d'Ambedkar. Et quand je posais la question à mon père, j'ai toujours une très bonne relation avec mon père qui était toujours là pour nous éclairer. Quand j'ai vu ce vieillard barbu avec une canne, qu'est-ce qu'il fait là, papa? Il m'a dit, ben, lui, c'est Péria, c'est un réformateur. Et donc, il a commencé à expliquer mais pourquoi il est là. Il me dit, parce que nous, on est des parias. Et il est là pour l'émancipation, justement, du système de caste. Et donc, cette éducation, en fin de compte, c'est plus un éveil, je veux dire, c'est une éducation, euh, apporte aussi, quelque part, une conscientisation politique. Mais moi, pour être honnête, euh, comparé à Jitesh, qui a compris très vite qu'est-ce qu'est être Dalit, moi, il m'a fallu que je commence à écrire. C'est l'écriture qui m'a donné cette conscience Dalit. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, tiens, j'ai une arme dans ma main, il faut que je l'utilise. Donc c'est l'écriture pour moi, en fin de compte, qui a- qui m'a fait prendre conscience de cette dalitalité. Parce que étant français, je ne me sentais pas concerné. Et donc, j'essaie de rattraper un peu le retard perdu, mais je suis là. Je suis bien et bien là pour me battre et faire connaître, faire valoir l'identité Dalit. Avec du coup, on pourrait dire les deux pendants, finalement, peut-être le côté plus intellectuel, si tant est qu'on pouvait mettre de enfin, voilà, l'intellectuel dans l'écriture, et aussi un peu de provocation, en tous les cas de vigueur. Bien, peut-être il y a un lien avec les deux pans dont vous Ah nous oui, parlez. de toute façon, comment s'appelle, Perriard et Ambedkar se connaissaient, bien sûr, ils se sont rencontrés plusieurs fois, il me Ouais. semble. Donc, bien sûr, on était au courant, mais c'est vrai que moi, je dis toujours que la plus grande malédiction, c'est d'être né franco-tamoul, parce que on est issu d'un chauvinisme maladif, on va dire. Le tamoul, il est chauvin pour sa langue, comme le français d'ailleurs, et il faut que ce soit un tamoul pour revendiquer pour mener ce combat. C'est pas un marathi qui va nous ramener ça, n'est-ce pas?
Est-ce que dans toutes cette dernière séquence, enfin cette troisième séquence, Christophe, est-ce que vous pensez qu'on peut, enfin, la question elle est vaste, mais vous allez la prendre par un petit bout, mais est-ce qu'il y a une possibilité de sortir de ce système? Est-ce qu'il a des signes de changement plutôt? Est-ce qu'il y a des signes de changement? Bon, vous nous disiez justement que tout à l'heure ça régressait, mais Non, il y a des signes de changement. Encore une fois, on a quand même vu émerger une classe nouvelle qu'on peut qualifier de classe moyenne, euh, parce que aujourd'hui, 10% de la catégorie supérieure de la fonction publique indienne est occupée par des Dalits. Alors, ça n'est pas 15%, ça devrait, mais c'est déjà quand même quelque chose. Simplement, c'est pas encore une fois parce que vous changez de classe que vous changez de caste. Et moi, c'est ça qui me frappe, c'est combien ce stigmate est résilient alors même qu'il n'y a pas de signe extérieur de l'intouchabilité. Autant lorsqu'on est face à des phénotypes, hein, à du racisme, le stigmate peut perdurer encore plus facilement parce qu'il y a un signe visible de ce que vous avez comme identité de naissance. Là, vous pouvez évidemment changer de classe en passant entre guillemets inaperçu parce que votre apparence physique ne vous désigne pas. Et néanmoins, le stigmate est tellement profond qu'aujourd'hui, l'une des grandes peurs des familles qui bénéficient de réservations, comme on dit, hein, de quotas, eh bien, c'est de le perdre au prétexte, au motif que ça y est, ils sont des bourgeois. Ce qu'ils disent, et c'est quand même quelque chose qu'il faut écouter, c'est du moment que nous perdrons la garantie d'un emploi réservé, tout bourgeois que nous sommes, nous serons victimes de stigmatisation qui nous ramènera, et après 2 ou 3 générations peut-être, hein, mais qui nous ramènera au point de départ. Ça, c'est quand même quelque chose qui témoigne de la profondeur hein, de ce stigmate. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant, Éléonore, que vous voulez aussi évoquer les questions de mobilisation, mais c'est intéressant quand même, dans la figure d'Ambedkar, de dire une chose qui n'a pas encore vraiment été dite, oui, 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 très bien, on va terminer. Enfin, très bien, oui. c'est que il n'est jamais, il n'a jamais opté pour l'action révolutionnaire. C'est-à-dire que vous avez dans l'ambedkarisme une croyance dans le droit, une croyance dans les méthodes légales, une croyance dans la constitutionnalité de l'État qui a duré très longtemps et qui a été hérité par Kanchiram. C'est par la voie électorale, c'est par la voie des urnes qu'on va changer la société. Et ça, ça a quand même évidemment été critiqué par bien des Dalits. Et aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi ils considéraient que c'était un leurre. Il y avait une illusion. On pensait s'émanciper par la voie des urnes, par la voie légale. Il y avait des gens qui disaient non, il n'y aura pas d'autre voie que la révolution. Et la révolution, ça se passe pas par les urnes en général, ça se passe dans la rue. Donc vous aviez 2 grands courants, hein, pour faire bref, les Dalit Panthers, qui sont, qui sont un mouvement littéraire au début, mais aussi un mouvement politique au Maharashtra, et puis les Naxalites. Les Naxalites qui sont les maoïstes où il y a, enfin, dans leur rang, vous avez beaucoup de Dalits, il n'y a pas que des Dalits, il y a beaucoup d'aborigènes, il y a beaucoup de pauvres, et eux, ils ont une vision qui est alors aux antipodes de celle que prêchait Ambedkar, parce qu'ils disent, non, c'est vraiment par l'action qu'on pourra s'émanciper. Et aujourd'hui, aucune de ces 3 voies n'a donné de résultats vraiment tangibles. Et je finis juste par un autre regret qui explique peut-être l'échec d'ailleurs de la voie ambedkariste. Il a invité, c'est moi qu'on puisse dire, tout le monde à se convertir au bouddhisme parce qu'il fallait échapper à la caste. Il avait bien conscience du fait que euh, quand on restait dans la caste, quand on restait dans l'hindouisme, pardon, on était forcément divisé en castes et en sous-castes. Et il disait, le système des castes, c'est pas une division du travail, c'est une division des travailleurs. Donc, il faut quitter l'hindouisme, il faut tous devenir bouddhistes pour devenir tous égaux, oublier qu'on est Mang, qu'on est Shambar, qu'on est Mahar, qu'on est
de sous-caste, et après on pourra s'émanciper. Il n'a pas été suivi. Il y a une minorité infime de Dalits à avoir embrassé le bouddhisme. À partir de là, le point de départ de l'ambedkarisme est en quelque sorte d'emblée très affaibli. Oui. Merci beaucoup d'avoir reprécisé tout ça sur cette figure très forte, historique, symbolique. Donc merci de ces analyses, de ces témoignages qui nous montrent donc, oui, peut-être on essaye de comprendre et en même temps on voit aussi la cécité peut-être de la société indienne. On va euh, continuer pour voir aussi la vision peut-être des pays occidentaux qui sont toujours prêts à arborer le drapeau des droits de l'homme, hein, mais qui ne prennent pas forcément bien en compte aussi la réalité en Inde. Et du coup, on a demandé à un spécialiste de l'Inde qui a beaucoup travaillé sur la question du tourisme, hein, notamment, et donc de l'accueil, du voyage des Occidentaux, Didier Sandman, voilà, qui va nous présenter son analyse, perception des Français de ce pays. C'est un court film, une courte vidéo. Bon, pour la plupart de ceux qui s'intéressent à l'Inde, cette question est en voie de disparition. Les mieux informés pensent que le système des castes a été aboli par la Constitution. C'est d'ailleurs ce qu'on lit dans les journaux français, et c'est faux comme vous le savez. Pour le voyageur étranger, si la pauvreté est visible, la caste ne l'est pas. Il lui suffirait pourtant d'ouvrir un journal le dimanche, à la page des annonces matrimoniales, pour comprendre ce qu'il en est, car chaque annonce commence par indiquer la caste du demandeur. Que non, les castes appartiennent au passé, c'est fini, l'Inde est un pays moderne. En fait, ils pratiquent une sorte de déni. Et à la moindre critique, certains vous rétorquent, vous avez aussi des castes, et je leur réponds pas du tout. Moi, je serre la main de tout le monde et je mange avec tout le monde. Ah, j'en connais beaucoup. Je les appelle souvent des indolâtres. Ils pratiquent aussi une forme de déni. L'un d'eux m'a dit, mais qui sommes-nous Français pour prétendre bien comprendre et commenter les castes en Inde? Et un autre avait écrit, le système des castes, souvent mal connu, est toujours décrié par des Occidentaux pétris d'égalité, est le ciment de la société indienne. Ils disent, vous ne comprenez pas l'Inde. Sous-entendu, comprendre l'Inde, c'est accepter les castes. Ils n'ont évidemment pas lu ces Indiens qui, d'Ambedkar à Arundhati Roy, remettent le système en question. Ils préfèrent détourner leur regard. Dans la lignée de Gandhi, ils rendent hommage au système de caste. Ils dénoncent de la part des critiques une mauvaise compréhension de l'hindouisme et ils louent l'harmonie de la société indienne. Car l'indologie française s'est construite sur l'étude des textes sacrés, les Védas, les Upanishads. Et ces textes sont les produits de l'élite religieuse et intellectuelle, les brahmanes. C'est donc une image biaisée et idéalisée de l'Inde que reçoivent les lecteurs. Et dans cet univers, les intouchables ont disparu. On ne les voit pas. Bhimrao Ambedkar a publié un brûlot, Annihilation of Caste, l'abolition de la caste. Mais presque personne ne connaît Ambedkar. Mais à l'exception de sa biographie par Christophe Jaffolo, le silence est fait sur ce grand penseur. C'est pourtant une figure majeure de la stature de Martin Luther King ou de Nelson Mandela. Vos réactions à chaud, peut-être, peut-être, je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette vidéo. L'un d'entre vous, on s'amorce vers la conclusion, mais j'aurais une autre question aussi, mais dites-moi. Non, mais je crois que Didier il a entièrement raison, hein. Il a très bien, en plus, il est très bien placé pour le dire, hein. Je veux dire, en tant que voyagiste, il a depuis 74, je crois, il me semble, donc il parcourt l'Inde. Et donc le regard justement de l'Occidentaux, lui, il le connaît. Moi, je ne la connais pas. Moi, je ne connais pas ce regard. I'm an insider. Donc moi, je ne connais pas. Et je crois qu'il a très bien, comment on appelle ça, défini comment les Occidentaux perçoivent. Et j'aime bien ce mot, les indolâtres. J'aime beaucoup.
Les Indolâches, Je oui. pensais que j'étais le plus grand néologiste, mais je crois que j'en ai trouvé j'ai trouvé quelqu'un. Ouais, moi, je pense que l'Inde peut exercer une puissance de séduction telle que des gens vont aller pendant 15, 20, 30 ans en Inde et toujours voir les formes, les couleurs sans jamais rentrer dans le dur de la réalité sociale Absolument. et du coup développer et ensuite entretenir et chérir à tout prix cette image de l'Inde comme d'un ailleurs, sans mettre, voilà, sans voir les discriminations, sans voir les horreurs, sans voir les courants qui traversent la société indienne. Et je pense que ça en dit plus sur nous, les Occidentaux, que sur l'Inde, en fait, sur ce désir d'avoir un endroit. Et effectivement, comme disait Didier Sandman, du coup, c'est un endroit qu'on ne juge pas, sur lequel on va suspendre tous nos jugements moraux classiques. Moi, je me souviens d'un film qui m'a beaucoup marqué, d'un grand documentariste d'ailleurs qui s'appelle Gianfranco Rosi, et qui a fait un film qui s'appelle The Boatman à Benares. Et dans ce film, il est dans une barque avec quelqu'un qui le guide et il voit des enfants jetés dans le fleuve, des bébés morts jetés dans le fleuve sans sépulture et qui n'ont pas de sépulture parce qu'ils n'ont pas d'argent ou parce que ce sont des Dalits. Et il va demander mais pourquoi? Et le guide lui répond quoi, pourquoi? Tu demandes toujours pourquoi. L'hindouisme, ça vient de millénaires. Donc il a cette espèce de défense-là. Et Gianfranco Rosi, qui pourtant est un documentariste éprouvé, plutôt que d'aller questionner, va dire à partir de ce moment-là, je n'ai pas posé de questions. Sous-entendu, il faut suspendre son jugement et se laisser aller aux choses. Et moi, je pense que c'est très dangereux cette exotisation parce que ça conduit à ne pas être choqué par des choses qui chez nous nous choqueraient évidemment. Et voilà, et moi c'est quelque chose auquel j'ai été très confronté aussi peut-être dans ma génération en Inde, c'est que j'ai été à Dharamkot en Himachal Pradesh, à Pushkar au Rajasthan, des endroits où vous allez avoir des poules comme ça de gens qui idéalisent l'Inde, qui vont faire du yoga, qui chantent des mantras et qui n'ont aucune idée de ce qu'est la société indienne. Et ce qui est très étrange, c'est que les nationalités les plus présentes dans ces endroits-là sont les Russes et Israël, deux pays en guerre. Donc ça dit quelque chose d'un désir d'aveuglement, je pense. Merci, c'est radical. Agitesh, je ne sais pas, ou Christophe, Je veux Bah, juste ajouter que je suis impressionné par la perspicacité des panélistes qu'on a ici et je sais pas, ça me touche de voir cette conscience hyper aiguisée des notions tellement subtiles. Donc, voilà. Moi, j'ai été très séduit par tout un courant orientaliste qui m'a beaucoup. Oui, oui, C'était mon. oui, je comprends. Avant d'aller en Inde, je lisais Mircea Eliade. Je ne sais pas si vous voyez qui Oui, oui, c'est. oui, C'est bien sûr. un historien des Gadi religions Bengali. roumain moi, j'ai vécu aussi en Roumanie, donc j'étais porté par cette idée que peut-être l'hindouisme, c'était le cœur des spiritualités, cette vision à la fois intellectualiste et qui fait fi de toute sociologie, de toute politique. Donc, j'y suis Valentin, passé pour il nous faut un Edouard Saïd. Mhm. Oui, et il nous faut mais aussi, excusez-moi, messieurs, il nous faut aussi plusieurs tables rondes, d'accord? Oui, oui. Ok. Christophe, est-ce que vous avez oui, ce que je pense très important, c'est de faire mieux connaître la pensée de ces intellectuels, penseurs, réformateurs indiens qui légitiment plus facilement qu'une parole d'occidental la critique de la caste. Parce que tant que ce sera de l'extérieur que viendra le discours, le propos, alors on pourra le rejeter comme étant fondé sur des valeurs d'une autre civilisation. Euh, Quand c'est Ambedkar qui parle, il représente aussi bien la société hindoue que les brahmanes qui prétendent la monopoliser. Et c'est très important de dire que non, l'hindouisme, ce n'est pas le yoga, les Védas, l'Ayurveda. Non, l'hindouisme, c'est ce que vivent les hindous, et les hindous les plus nombreux, ce sont justement pas ceux qui sont dans les cours de yoga ou dans les temples, mais qui sont dans des lieux qu'on ne va jamais visiter, mais où
la religion est très différente, où on ne mange pas sattvique, hein, mais on peut manger rajasique, et puis on est mélangé avec des gens d'autres religions. C'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, quand on descend dans les étages de la société indienne et qu'on arrive à la plèbe, on découvre une autre civilisation. Une civilisation qui n'a aucun problème à aller dans le mausolée soufi, à la darga, parce que on continue de penser que le spirituel, la spiritualité, elle transcende les grandes traditions. Parce qu'en fait, l'hindouisme, la grande tradition, c'est un hindouisme minoritaire qui impose ses vues sur l'ensemble de la société. Donc il faut écouter, lire, écouter ceux qui parlent au nom de ces hindous-là, qui sont tout aussi légitimes que les hindous de l'élite, qui imposent leur hiérarchie à travers leur façon de vivre la religion. Merci. Dans nos auditeurs, il y a peut-être une personne à qui je peux donner la parole, Maurice Joyeux, qui soutient une ONG liée aux Dalits dans le sud de l'Inde. De mon côté, je veux bien parler, mais je ne veux pas prendre à tout prix la parole. Non, Euh, j'ai mis quelques mots dans le chat. Je voudrais d'abord vous remercier beaucoup. Je crois que c'est urgent, absolument urgent en France et en Occident, en Europe, d'informer beaucoup plus. Et je remercie énormément votre panel et Christophe Jaffrelot en particulier, mais chacun d'entre vous. Je vis en Inde depuis 2023. Depuis 1987, je viens en Inde avec des étudiants français. Je suis en fait un jésuite hors les murs depuis 4 ans, mais jésuite toujours. Et je ne cherche pas à convertir, mais je cherche à me convertir moi-même à l'intérieur d'un système qui me met énormément en colère. Et si je suis solidaire des Dalits, nous avons ici 6000 groupes de femmes, de 15 à 20 femmes en microcrédit. Et je peux vous assurer que tout ça est porté par 3, 4 personnes seulement, avec une dignité invraisemblable. L'Inde est fascinante, mais elle est fascinante pas seulement pour ses danses du ventre ou ses bêtises à la façon occidentale de compréhension ou de fascination. Elle est fascinante surtout par l'intensité de son vouloir. Et les Dalits, dans ce domaine, moi, m'impressionnent énormément. Je suis très heureux, malgré quelques souffrances adjacentes, de, de partager cette dignité et cette intensité de combat. Nous sommes dans un combat. Et ce combat est un combat d'amour. C'est pas seulement un combat de violence, c'est pas un combat de justice, c'est un combat d'amour. Sinon, on est à côté de la plaque. Et ceux qui sont à prendre en pitié, dans l'esprit d'ailleurs du film de Satyajit Ray, ce grand Bengali humaniste, proche d'ailleurs de nos amis les plus intellectuels, dont Christophe fait partie, c'est l'esprit du film Délivrance que j'ai cité dans mon chat, de moksha. Qui a besoin de la moksha? Qui a besoin de la délivrance? On se le demande. Est-ce que ce sont les Dalits ou est-ce que ce sont les Brahmines qui sont des angoissés de la vie et qui répandent leur violence d'angoisse sur les autres? Ce système, si vous voulez, est un système très compliqué. Je ne prétends pas du tout euh, le résoudre, mais je tiens beaucoup à m'atteler au char d'Ambedkar et quitte à devenir bouddhiste, avec au moins quelques millions d'hindous et de dalits souffrants. J'essaie d'ailleurs de rapprocher nos équipes ici du centre spirituel bouddhiste de Kodaikanal, Bodhisattva, ou des jésuites reconnus comme maîtres en hindouisme, mais aussi maîtres en zen japonais, maîtres japonais du bouddhisme, cherche à offrir une espérance et une égalité qui passe d'ailleurs beaucoup par le ressourcement silencieux. Alors là, on n'est pas dans de la mysticoïde d'abus, on est dans du sérieux.
Et la dimension cosmique de l'Inde dont on a peu parlé, la dimension, la sensibilité à la grandeur de la nature, à la grandeur de ce qui se dit dans le silence des arbres et dans les racines des banyanes et des branches qui se réenracinent. Voilà l'Inde, la vraie, si vous voulez. Moi, enfin, je suis très heureux de ce que vous nous offrez ce soir et je vous remercie beaucoup. Et recommençons, continuons, c'est très important. Beaucoup de gens vont écouter et nous retrouver. Oui, on va continuer. Merci vraiment, Maurice Joyeux, d'avoir ouvert votre micro. Merci. Euh, Si vous avez des questions dans le chat, mesdames, messieurs, les auditeurs, les auditrices, je pense que nos invités seront contents de pouvoir affiner aussi avec des paroles de femmes. Oui, oui, il en faut. Avec des femmes aussi. Pardon, je vais pas lire tout le chat, hein. Là, ce ne sont pas des questions, mais oui, nous allons organiser d'autres sujets, bien sûr. Est-ce qu'il y a des grandes questions, pas des petites, des grandes questions? Et Jean-Louis aussi, n'hésite pas à Moi, me... j'en ai une par rapport au nouveau Chief Minister du Tamil Nadu, c'est quand même assez étonnant que ce Vijay, qui est un grand comédien, enfin un grand acteur de cinéma, en 2 ans, avec son petit parti de rien du tout, soit devenu déjà Chief Minister du Tamil Nadu. Je vois là un signe des jeunes générations indiennes aujourd'hui qui ont protesté par leur vote et qui ont poussé cet homme. J'aimerais que Christophe nous dise un mot. Est-ce que vous voyez pas là un signe? Ben, on voit là un signe, tout comme on voit un signe dans le nouveau parti des cancrelats. Hein. Vous avez vu fleurir un nouveau champignon en quelques jours. Je rappelle peut-être les épisodes antérieurs pour que tout le monde soit on the same page. Le chef de la Cour suprême indienne ose traiter de parasite, de cafard en fait, hein, les jeunes qui sont au chômage et ne travaillent pas. Et de fait, il y a un très très fort taux de chômage parmi les jeunes indiens. Plus on est éduqué, d'ailleurs, plus on est frappé par le chômage. Il y a environ 30% des 18-25 ans qui sont sans emploi. En quelques jours, et c'est depuis l'extérieur, d'ailleurs depuis Boston, que la réplique se met en place. On voit apparaître un parti qui va s'appeler le parti des cafards, CJP, pour faire pendant à BJP, qui a du coup en 48 heures 42 millions de membres. Et puis, et c'est vraiment intéressant, le leader arrive de Boston, atterrit à Delhi, sort de l'aéroport avec la photo d'Ambedkar et va aller manifester 2 jours plus tard à Jantar Mantar, donc un peu la Bastille pour les Indiens, hein, la place de la Bastille pour les Indiens. Et là, vous allez avoir à nouveau Ambedkar et la constitution indienne, qui est toujours le point de ralliement. Hein. C'était déjà le cas dans le mouvement contre la réforme de la citoyenneté en 2019. Oui, il y a quelque chose de la part de la jeunesse, hein, la Gen Z, la fameuse génération Z, hein, qui se manifeste là et qu'on a vu dans les pays voisins, le Bangladesh, le Népal, qui a maintenant un rappeur à la tête de son gouvernement. Il a battu toutes les familles politiques qui étaient là depuis des décennies. Et puis à Sri Lanka, c'est la même histoire. Le Sri Lanka a vu arriver un parti qui n'avait jamais occupé le pouvoir et a balayé toutes ces grandes familles qui occupaient le pouvoir. En Inde, ce sera beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, ça l'a été aussi au Pakistan. Le pouvoir est entre les mains de personnalités autoritaires qui ne reculeront devant aucune forme de répression pour conserver le pouvoir. Mais ce que vous dites, à mon avis, de Vijay est tout à fait dans la même veine. Oui, il y a là le signe d'un ras-le-bol et d'une volonté de changement pour des raisons socio-économiques. Et le soutien international me paraît important dans la mondialisation accélérée dans laquelle on est. Et l'Inde est là-dedans. Elle a le vertige. L'Inde a le vertige aussi, à mon avis, hein. Et je crois qu'on a une responsabilité, nous, occidentaux ou français, et vous la lancez aujourd'hui, à mon avis, hein,
de soutenir et de faire savoir qu'on est au courant et que ce n'est plus possible d'agir de façon aussi violente contre 250 millions de personnes. C'est pas possible. C'est intolérable. Et bon, et plus que ça. Tout à Je vais fait. répondre juste une Oui, remarque à ce que Harry. Puis disait. après, j'ai une ou deux questions qui sont arrivées, mais Harry, oui, oui, allez-y, allez-y. Répondre un peu à Maurice, ce qu'il dit par rapport à Vijay, c'est assez intéressant. Mais le même phénomène, Maurice, il s'est passé dans les années 70 quand MJR est arrivé au pouvoir. MJR a eu le même, comme Vijay sort du cinéma, très grande star, donc qui se lance dans la politique, et quitte le parti dravidien pour lancer son propre parti, et même pas au bout de 2 ans, il devient chief minister. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc le Gen Z, ça a déjà existé. Et MJR arrivant au pouvoir, rien n'a changé, rien du tout depuis les années 70 pendant ces 40 ans. Je ne vais pas dire par ça que Vijay ne va rien faire ou il va faire, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est ça que je voulais dire. Donc que Vijay soit arrivé au pouvoir après 2 ans, après avoir commencé son parti, euh, non, ce n'est pas nouveau dans le Tamil Nadu. Ok, merci. Mais le seul truc qui est intéressant, c'est que lui aussi, c'est un Dalit converti au catholicisme. Et dans son nouveau gouvernement, il y a 7 Dalits qui ont le pouvoir. Ça, c'est une nouveauté. C'est quand même très courageux de sa part, je trouve, et ça demande un soutien international. Je prêche pour ça. Je crois que il faut pas les laisser seuls, quoi. Sinon, bien sûr, ils partent en vrille. C'est tellement dur et tellement tentant par l'argent. Vous êtes acheté par l'argent dans ce pays. Merci, merci. Je vais donner la main peut-être à une ou deux questions comme ça avant de se quitter, mais on va se retrouver, je pense, sur ce thème bientôt. Euh, c'est une question sur la société, l'impact éventuel sur la société, le monde des affaires, des entreprises. Donc, à quel niveau à quel niveau de caste cela est-il impliqué et comment l'impact sur cette partie de la société, les entreprises et le monde des affaires. C'est une question un petit peu précise, hein, mais voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose, peut-être Christophe ou... Ah, vous savez, le monde des affaires, il est assez imperméable aux intouchables, hein. On n'a pas tellement d'exemples d'entrepreneurs. Il y avait eu dans les années 2000 cette idée que on devait faire des quotas aussi dans l'entreprise privée. Parce qu'évidemment, plus on privatise, plus c'est dans le privé que les choses se passent. Et là, le monde des affaires s'était crispé, s'était cabré en disant non, non, mais par contre, on peut aider les Dalits à former leur propre chambre de commerce. Alors, c'est très intéressant cette histoire. Vous ne mettez pas des Dalits dans votre chambre de commerce, vous leur demandez de créer une chambre de commerce. Donc, il y avait la Dalit Chamber of Commerce qui avait vu le jour. C'était forcément self-defeating. Sans le secteur public, aujourd'hui, les Dalits n'auraient pratiquement aucun accès à la consommation, enfin en tout cas à la mobilité sociale, hein. C'est tout à fait important de voir le rôle de l'État dans l'affaire. Et la caste reste quand même très importante dans le monde économique et notamment dans les services, hein, dans les services informatiques. On sait bien que toutes ces grandes entreprises, Infosys, Wipro, TCS, dans le sud, sont un peu des repères de ce qu'on appelle les Tambram, hein. C'est un écosystème. C'est une mafia. Pour, Oui. Et je veux rebondir là-dessus parce que je vois Jitesh. un commentaire de Didier aussi, la discrimination des Dalits dans la Silicon Valley. Et c'est vrai que on n'a pas trop évoqué le sujet, mais que la caste s'exporte aussi dans les communautés de diaspora. Et qu'il y a eu tout un scandale sur un procès à Cisco parce qu'il y a eu cette affaire de discrimination des euh, employés indiens de Cisco, mais basés
aux États-Unis qui discriminait, qui excluait activement d'autres employés Dalit. Est-ce que je peux ajouter deux phrases là-dessus, Léonore? C'est très important parce que Alors, je vais réfléchir. Oui, d'accord, je vous l'accorde. non, non, mais c'est très important de penser que c'est aussi en diaspora, hein. Hmm. Et un autre exemple aux États-Unis est frappant. On voit fleurir les temples Swaminarayan à travers le monde, hein. Il y en a un qui va ouvrir près de Disneyland, là, à Paris, en septembre. Ouais, ouais, Qui fait ces temples? Qui construit ces temples? Il y a un exemple frappant, celui de Robbinsville dans le New Jersey. Ce temple a été construit par des Dalits importés du Rajasthan, exactement. sans aucune protection. Ouais. Ils ont été victimes de la silicose. Il y a un procès qui est en cours. Et c'est le FBI qui a dû faire un raid pour les libérer. Il y en avait 200. Mais on n'a toujours pas encore rendu justice à ces gens-là. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement, comme le disait Ajitesh, euh, les services où, de toute façon, ben, ils vivent là, mais ils vivent au bas de l'échelle. C'est aussi cette espèce de trafic de main-d'œuvre qu'on voit avec des travailleurs importés et tenus dans une forme d'esclavage. Merci, c'était important, Christophe, merci. Peut-être pour aller vers la clôture, on a bien vu ce soir qu'il y avait aussi des possibilités, peut-être de l'Occident, d'aller aider des ONG qui travaillent, voilà, comme celle de Maurice Joyeux. Ou il y en a aussi dans le Nord, au Bengale, une que je connais qui s'appelle Ushagram Trust, et la DVO à Toulouse, dans le sud de la France. Enfin, il y a des endroits où on peut peut-être modestement aider. Ensuite, est-ce que chacun d'entre vous, si, mais une phrase, ça va être une phrase chacun qui pourrait peut-être nous donner un livre ou un film ou un site internet qui n'est pas le Forum France Inde, puisque là nous le connaissons tous, peut-être quelque chose qui, voilà, qui nous aiderait à traverser, à mieux comprendre. Voilà, là on en a, mais peut-être vous, vous avez une parole précise ou quelque chose qui vous aide. Oui. Vous quatre, hein, bien sûr, Agitesh, arrive. Valentin, Christophe. Bah, si je peux me permettre, je vais terminer Hmm. ma participation avec, avec un poème, parce que la littérature, c'est bien aussi. Moi, justement, c'est grâce à la littérature, justement, que le combat Dalit se mène. Alors, quand Ambedkar a rencontré l'intellectuel haïtien Dubois, ils se sont rendus compte que la lutte noire et la lutte Dalit sont pareilles. Je veux dire, c'est pour ça que justement, le Black Panthers, tout le mouvement Dalit au Maharashtra est copié sur le modèle de Black Panthers aux États-Unis. Et donc, depuis tout à l'heure, on parle de dalitalité. Il faut déjà rendre à César ce qui est à César. Dalitalité est un mot qui a été créé par mon frère d'armes, Suraj Jangde. Et ce que j'ai en commun avec Suraj Jangde, en dehors de la dalitalité, c'est aussi cet aspect de la lutte noire. Et à partir de là, parce que biologiquement et intellectuellement, j'appartiens à ce mouvement, et aussi du côté de ma mère, et qui est malgache, je me suis rendu compte, mon arrière-grand-père du côté de ma mère était un Africain noir, donc un nègre, comme on appelle. Donc à partir de ces deux identités, justement, j'ai créé ce néologisme qui s'appelle négrodalitalité, en hommage à Césaire et à Ambedkar. Négrodalitalité. Dans l'ombre des palmiers, où le vent chante des rêves brisés, je suis né de la mer, de la sueur, des cris, des prières oubliées. Négritude enracinée, dalitalité dansante. Deux rivières qui se mêlent, deux feux qui s'embrasent. Mon sang parle en créole, en tamoul, en malgache, en silence. Porte les cicatrices des navires et des temples pillés. La canne à sucre a pleuré, la caste a gémi. Mais mon âme est en pareil, mes veines des rivières de liberté.
Négrotalitalité, toi, miroir brisé mais éclatant, toi qui portes le poids et la grâce, l'exil et l'enracinement. Dans mes cheveux tressés, les histoires s'entrelacent. Afrique et Inde se tiennent la main, défiant l'oubli, l'oppression. Le soleil ne monte pas, il brûle, il révèle. Sous la lumière, je suis roi, je suis paria, je suis nègre, je suis tout. Ma peau raconte des siècles, ma langue invente des ponts entre les îles, les continents, les âmes errantes et les dieux en colère. Que nos maîtres entendent, que nos maîtres entendent. Nos chants sont des armes, nos rires des révoltes, nos poèmes des cathédrales. Négro-dalitalité, toi, enfant rebelle des cyclones, tu es la preuve que la fracture n'est la fleur, que la douleur la danse. Et quand la nuit tombe, lourde des souvenirs, je ferme les yeux et je vois un peuple debout. Un peuple qui refuse, qui rêve, qui aime. Négro-dalitalité, mon nom, mon cri, ma victoire. J.B. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots très inspirants, Harry. Moi, je veux juste finir en parlant de l'importance de l'éducation parce que déjà, pour vous donner un exemple, si aujourd'hui je parle français devant vous, c'est parce que quand j'avais 6 ans, ma tante, elle m'a donné un petit guide pour apprendre le français, qui était un petit livre de 50 pages avec quelques phrases. Mais c'était ça la graine de curiosité qu'elle a semée, qui a fait que j'ai développé un grand amour pour les langues en général, en particulier en particulier la langue française. Et c'est aussi parce que ma mère et tout le monde dans ma famille a toujours parlé de cette figure emblématique d'Ambedkar et l'importance qu'il donnait à l'éducation et en racontant en fait son récit de ses études, que ce soit à l'université de Columbia ou à Londres. En fait, pour un enfant, c'est un exemple tellement magnifique. Et de faire ce contraste entre sa situation, typiquement mon enfance, sa situation dans un bidonville où presque personne ne parle anglais, il n'y a pas l'eau courant, il n'y a pas de toilettes, et en même temps, on te parle d'une figure qui est allée aux États-Unis, qui est allée à Londres, qui a fait toutes ces grandes études. Et je pense que cet éveil vers l'éducation est très important euh, pour s'en sortir et pour s'affranchir de cette oppression. Donc, voilà. Mm. Christophe et Valentin, est-ce que vous avez un mot pour nous pour la fin? Moi, j'ai ouvert avec l'idée d'un livre et tout, mais on a eu Non, la mais c'est poésie. une très bonne idée. On a eu un C'est une livre très bonne aussi. idée. Je vais être très bref, mais il y a un livre que je voudrais recommander et à travers lui un homme. Guy Poitvin, lui aussi jésuite à l'origine, a été le premier à nous ouvrir à la littérature dalit en français. Hein. Il a été le premier à traduire Daya Pawar à la découverte, Ma vie d'intouchable. Et puis il a été le premier à transcrire les chansons que les femmes chantent, chantaient en, autour de la meule, parce qu'il fallait moudre le blé qui allait faire les farines dont on allait faire les chapatis pour que chacun ait à manger quand le jour sera levé. Et en tournant la meule, ces femmes chantaient et elles chantaient leur quotidien. Il a collecté des centaines de chansons avec sa femme Emma Erkar. C'est un, c'est un véritable comment dire, corpus qui nous donne à voir ce que les femmes Dalits, pas que, mais beaucoup de Dalits, vivaient et pensaient. Et donc c'est un livre qui a été rendu possible par le travail de Denis Martin. Ça s'appelle Les Chants de la Meule. C'est très peu connu et véritablement ça vaut le détour parce que c'est... alors en plus de ça, je termine par là, ça a tellement ému en Inde même qu'on a créé un site internet, Pari, P-A-R-I, je ne donne pas le développer, mais c'est pas la peine, où vous avez les interviews des femmes qu'il avait
écouté 30, 40, 50, 60 ans plus tôt. Et donc on voit ces femmes qui écoutent leur chant, parce qu'il avait tout enregistré, et qui expliquent ce que c'était que la vie dans les villages pour les femmes intouchables à ce moment-là. Merci beaucoup. Valentin? Alors moi, j'ai publié un livre il y a quelques mois, J'avais un rêve indien, qui raconte comment je me suis retrouvé dans une prison à Gorakhpur en Uttar Pradesh après avoir voulu faire une enquête sur les femmes Dalits et qui raconte le quotidien, l'espèce de monde parallèle de cette prison. Et sinon, je voudrais conseiller un film que j'adore qui s'appelle Serat de Nagraj Manjule, je le mets dans le chat. C'est un film marathi de 2016 sur une histoire d'amour intercaste, parce que je pense que le mariage intercaste, ça reste un des grands gestes les plus subversifs en Inde. Et c'est un film qui est à la fois complètement kitsch, excentrique, qui est d'une forme vraiment libre et qui décrit une réalité terrible quand même en fin de compte. Voilà, c'est rate. C'est noté. Bien sûr, c'était important de vous entendre autour de ces quatre, voilà, pas recommandations, mais soit les mots, soit votre histoire autour d'un livre, soit ce que vous nous recommandez. Mais tout ça sera marqué aussi sur le site. Bah, vous remercier, ce serait, je ne sais, en fait, il n'y a pas de mots, voilà, il n'y a pas de mots, mais voilà, ce mot existe. Merci à vous quatre. Donc voilà, il en faudrait un petit peu plus fort, mais on le trouvera pour la prochaine table ronde. On inventera un mot, Harry. Mission pour inventer un mot pour dire merci d'une autre façon que ce merci, encore plus fort. Et bah, voilà, cette table ronde, elle sera visible sur le forum France-Inde et on va essayer d'ouvrir maintenant un cycle autour de ce thème. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Grand merci beaucoup. Merci à vous, Éléonore. Merci à vous. Magnifique. Merci. Un grand merci à Jean-Louis Lavergne qui est aux commandes aussi. C'est plus qu'un merci là. C'est sans Jean-Louis Lavergne, tout cela n'existerait pas en fait. Nous C'est ne la serions cheville ouvrière. Ouais, c'est la. Merci Jean-Louis. Voilà. Merci Jean-Louis, merci.